Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il aurait pu devenir roi de France, il est resté un prince en exil. C'est le comte de Chambord que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. La personnalité que nous découvrons aujourd'hui est tout à fait passionnante. Ce Henri de France, duc de Bordeaux, comte de Chambord, que les royalistes appellent Henri V. Je suis heureux, pour parler de lui, qu'Emmanuel de Varesquiel ait accepté d'être notre invité. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Benoît, qui souhaite connaître l'origine du nom de la région Île-de-France. Qui, comme chacun sait, n'est pas une île, de même qu'Henri V n'est pas un roi, enfin, pas tout à fait. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes à Bordeaux, au Grand Théâtre, merveilleux Grand Théâtre, un certain 13 février 1871. C'est là qu'a lieu la réunion de cette assemblée sortie des urnes de la guerre, si je puis dire. Vous savez que les Prussiens ont envahi le territoire, qu'ils font le siège de Paris, et que pour ratifier l'armistice qui avait été signé par le délégué du gouvernement provisoire, par Favre, eh bien, on a décidé d'organiser des élections. De ces élections est sortie une assemblée. Cette assemblée se réunit donc à Bordeaux. C'est une assemblée nationale à forte majorité monarchiste. Ça, c'est la surprise des urnes, en quelque sorte. Sur les 675 sièges pourvus, quasiment 400 sont des députés royalistes. Ça n'est pas vraiment une surprise lorsqu'on connaît bien la situation. La France a connu tellement de régimes dans ces dernières décennies. 3 révolutions, 2 républiques, un empire. Elle a été très déçue évidemment par le Second Empire qui vient de s'effondrer à Sedan. Elle a peur de la République, et quand je dis qu'elle a peur de la République, c'est évidemment particulièrement le cas de ces nouveaux élus qui, en majorité, sont monarchistes et qui se méfient de Paris. C'est pour ça qu'ils se réunissent à Bordeaux dans un premier temps. Il faut dire qu'encore une fois, la ville a été longtemps assiégée par les Prussiens et qu'on a perdu cette guerre face aux Prussiens, bien entendu. Elle a peur aussi d'une certaine agitation républicaine à Paris qui, très bientôt, va donner naissance à la Commune. Les électeurs ont donc plutôt voté pour des notables partisans de la paix, qui donc pour la plupart, enfin pour une majorité d'entre eux, sont royalistes. Et voilà comment on se retrouve donc avec cette assemblée qui pourrait remettre un roi sur le trône. Et une question se pose: quel leader pour cette majorité sortie des urnes? Quel roi pour la France? La question est d'autant plus difficile à régler et à trancher qu'il y a 2 prétendants, vous l'aurez bien compris. Parmi les quelques 400 députés monarchistes dont je vous parlais, il y en a 214 qui sont orléanistes, c'est-à-dire qu'ils sont partisans de la monarchie constitutionnelle et libérale que Louis-Philippe avait instituée en 1830, en remplacement de l'ancien roi de droit divin, Charles X. C'est que Louis-Philippe a été déchu en 1848 et qu'entre-temps on a créé la Deuxième République. Ceux-là ont pour candidat, si je puis dire, le comte de Paris. Mais il y a 182 autres députés qui, eux, sont légitimistes. C'est-à-dire qu'ils sont favorables à la branche aînée des Bourbons, à la branche directement issue de Louis XIV, et à leur tête, eh bien, il y a le petit-fils de Charles X, ce fameux comte de Chambord, qui à l'époque a 50 ans et qui se trouve exilé en Autriche. Alors je vous dis qu'il est le petit-fils de Charles X, et pour cause, car Charles X avait lui-même 2 fils. Le duc d'Angoulême et le duc de Berry. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai eu l'occasion de vous raconter, à plusieurs reprises même à ce micro, cet extraordinaire événement de l'attentat et de l'assassinat du duc de Berry. C'était en 1820, à l'opéra, pas l'opéra que nous connaissons, celui d'avant. Et lorsque meurt le duc de Berry, sa femme est enceinte, la duchesse de Berry ne va donner naissance à celui qu'on appelle l'enfant du miracle
qu'après la mort du prince héritier. Et bien donc, à sa naissance, le petit Henri va devenir l'espoir de cette branche aînée des Bourbons en France. Il prend le titre à l'époque de duc de Bordeaux parce que en 1814, Bordeaux avait été la première, au moment de la chute de l'Empire, avait été la première ville à se déclarer en faveur de la monarchie. Il deviendra le comte de Chambord car au moment de son baptême, on a lancé une souscription nationale pour lui offrir ce château bâti par François Ier, le célèbre château de Chambord. Voilà donc cet enfant, duc de Bordeaux, comte de Chambord et dont l'enfance va être mouvementée puisqu'il n'a même pas 10 ans lorsque son grand-père est chassé du trône. Le roi Charles X était le petit frère du roi Louis XVI. C'est-à-dire que, évidemment, Louis XVI, vous savez, vous connaissez le sort qui a été réservé au roi Louis XVI. Ses 2 frères se trouvaient en exil. Le comte de Provence, qui est devenu à la Restauration le roi Louis XVIII, et le petit frère, comte d'Artois, qui à la Restauration est devenu le roi Charles X. Et bien voilà que le roi Charles X est chassé du trône par cette révolution dite des Trois Glorieuses. Il abdique en faveur de son fils aîné, le duc d'Angoulême, qui lui-même abdique en faveur de son neveu, Henri. Le jeune Henri devient donc pour les légitimistes le roi de France, Henri V. Quand je dis roi de France et de Navarre, par la grâce de Dieu, bien entendu. Seulement, c'est le duc d'Orléans, en 1830, qui est devenu le roi, un roi constitutionnel, donc le roi Louis-Philippe Ier. Lui a adopté le drapeau tricolore pendant que Charles X et son petit-fils partaient en exil. Et dans leur bagage, ce drapeau blanc qu'on avait roulé et dont on reparlera, bien entendu. Henri va passer son adolescence en Écosse, en Bohême, dans un milieu très pieux, bien entendu. On l'élève comme l'héritier du trône de France, qu'il est, bien entendu. Il va rencontrer un certain nombre de grands personnages, dont Chateaubriand. Nous aurons l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure avec Emmanuel de Varesquiel. Et puis, à 23 ans, devenu le dernier représentant de sa lignée après la mort de son grand-père quelques années plus tôt, ce prince va faire l'acquisition d'un domaine à Frosdorf, en Autriche, à une 40aine de kilomètres au sud de Vienne. Imaginez une belle propriété, 3000 hectares de terre, un château, et c'est donc là que vit le comte de Chambord. À 26 ans, il épouse une archiduchesse d'Autriche, Marie-Thérèse, qui est la fille du duc de Modène, seul prince en Europe qui, après la Révolution de 1830, a persisté à refuser toute relation diplomatique avec le roi Louis-Philippe et avec sa monarchie de Juillet. Pour les légitimistes, elle est donc la compagne parfaite, bien entendu. Il fallait qu'elle épouse absolument Henri. Grande, maigre, la voix rauque, nous dit Jacques Chastenay, Marie-Thérèse a la bouche légèrement déformée, ce qui lui fait paraître un côté du visage un peu plus petit que l'autre. Elle a 3 ans de plus que le prince et elle est sourde. La pauvre, elle est affligée quand même de quelques calamités. Et en plus, elle ne peut pas avoir d'enfant, ce qui veut dire que Henri est le dernier Bourbon. Il n'a pas lui-même de descendance. Lui-même a un petit handicap. D'ailleurs, il a fait une chute de cheval dans sa jeunesse et à la suite de cette chute, il a gardé une gêne à la main droite, ce qui d'ailleurs le rend... Et puis, oui, il a un problème de locomotion, il boite et il a ce problème à la main droite qui fait qu'il a du mal à se raser. On dit que c'est la raison pour laquelle il s'est laissé pousser la barbe. En cette année 1871, pour revenir à nos moutons, si je puis dire, après cette longue digression, au moment où cette assemblée royaliste sort donc des urnes, il y a 2 prétendants, vous l'aurez compris, et il y en a un, ce comte de Chambord, ce Henri que ses partisans appellent déjà Henri V, qui se voit quasiment déjà sur le trône.
La messe solennelle pour le sacre de Louis XVIII par Luigi Cherubini sur Europe 1. Nous passons l'après-midi en compagnie d'Henri, comte de Chambord, Franck Ferrand, et après un exil long, il serait de retour en France. Ça fait 41 ans qu'il n'a pas foulé le sol français lorsque, ce dimanche 2 juillet 1871, il est de retour. Il faut l'imaginer à 5 heures du matin, devant la gare du Nord à Paris, en train de chercher un fiacre. Ils sont deux en fait. Il y a cet homme corpulent avec cette large barbe en éventail et qui boite un peu. Vous aurez maintenant reconnu le comte de Chambord, prétendant au trône de France. Donc, il a sur son passeport un nom de complaisance, si je puis dire. C'est Monsieur de Mercœur, on va l'appeler. Et puis, il est avec un de ses fidèles, Montydrézé. Ils vont écouter tous deux la messe dans une église toute proche et en sortant, les voilà qui trouvent enfin un fiacre pour Notre-Dame, là où a été baptisé le comte de Chambord. Il va faire un tour dans Paris, qui est encore vide, la ville est encore, on est au petit matin de ce dimanche. Elle est remplie de ruines incendiées, cette ville. N'oubliez pas qu'il y a eu la Commune entre-temps et la Semaine sanglante qui a mis fin à la Commune. On est dans une capitale dévastée. Il faut imaginer le comte de Chambord, Henri V, se recueillant devant la statue d'Henri IV, qui elle est intacte. Et puis le lendemain, il rejoint Chambord et son château. La nouvelle de sa présence se répand évidemment dans les milieux légitimistes. À Versailles, où désormais siège l'Assemblée, les députés royalistes sont tout heureux. Ils se disent « ça y est, on arrive, on touche enfin du doigt notre but ». Ils sont d'autant plus heureux que les élections législatives partielles ont été catastrophiques pour eux. Il y avait 115 sièges à pourvoir et sur les 115, près de 100 députés républicains ont été élus. Il faut donc faire vite d'une certaine manière. Il faut faire vite, mais le prince est-il prêt, lui, à faire vite? Le prétendant au trône de France compte publier un manifeste dans lequel il va préciser sa pensée. Quelle pensée? On envoie une délégation à Chambord pour rencontrer le prétendant et Henri explique aux gens qui sont là, qui sont venus le rencontrer. Il dit qu'il accepte la décentralisation administrative, l'établissement de 2 chambres dont l'une pourra être élue au suffrage universel. C'est un énorme progrès quand même. On n'est plus dans le cadre d'une monarchie tout à fait absolue. Jusqu'ici tout va bien, si je puis dire, mais le comte de Chambord va imposer une condition et sur celle-là, il n'a pas l'intention de transiger. C'est que l'on adopte de nouveau en France le drapeau blanc semé de lys d'or, c'est-à-dire le drapeau traditionnel de la France, le drapeau royal, mais qui, vous l'aurez compris, n'est pas le drapeau tricolore. Ce drapeau qui symbolise non seulement la Révolution de 1789, évidemment, qui symbolise la République, et qui, aux yeux du comte de Chambord, symbolise peut-être avant tout ce qu'il appelle l'usurpation, c'est-à-dire le fait que son cousin Louis-Philippe soit devenu le roi en 1830. Alors là, ça c'est un énorme problème. Les Français, même les Français monarchistes, n'ont pas l'intention de renoncer à ce drapeau tricolore qui, évidemment, s'est illustré depuis dans de très nombreuses batailles, qui est devenu le drapeau de la France. Et la délégation qui est venue à la rencontre du prince repart complètement désemparée. Monseigneur Dupanloup, qui fait partie de la délégation, déclare même « Jamais on n'a vu cécité morale aussi absolue ». Quelques jours plus tard, Henri quitte son grand château pour la Belgique et il publie le manifeste du 5 juillet dans lequel il affirme son attachement au drapeau blanc. Alors ce manifeste, nous l'avons tous vu un jour ou l'autre, il a été édité, réédité sous toutes les formes. Je l'ai reçu, dit-il en parlant de son drapeau blanc, je l'ai reçu comme un dépôt sacré du vieux roi mon aïeul mourant en exil. Il a toujours été pour moi inséparable du souvenir de la patrie absente. Il a flotté sur mon berceau. Je veux qu'il ombrage ma tombe. L'organe légitimiste qui s'appelle l'Univers, le journal L'Univers, est tout à fait ravi de ce choix. Nous louons et honorons la proclamation de Henri de Bourbon. Il veut garder son drapeau, il en a bien le droit et c'est même son devoir, dit l'organe légitimiste. Mais vous y avez bien compris que on a quand même jeté le trouble dans les rangs. 2 ans vont passer comme ça. On est au début du mois d'août 1873. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, vous savez que l'exécutif est dirigé par le fameux Adolphe Thiers. Adolphe Thiers qui a quelques conflits, c'est le moins qu'on puisse dire, un certain nombre de bras de fer avec l'Assemblée. Adolphe Thiers qui n'est pas officiellement président de la République parce qu'on s'est bien gardé de nommer le nouveau régime issu des événements de 70-71. Adolphe Thiers qui n'est que le chef de l'exécutif.
et on va renverser Thiers, et celui qui devient cette fois président du régime, incontestablement président de la République, c'est le maréchal de MacMahon. Bizarrement, dans le camp monarchiste, ce changement est bien accueilli. Il faut savoir que MacMahon est lui-même royaliste, évidemment, c'est donc quasiment une garantie. Quant au comte de Paris, qui lui représentait le parti Orléans, la monarchie constitutionnelle, il va s'incliner devant le comte de Chambord, ce qui veut dire que maintenant il n'y a plus qu'un seul prétendant au trône. Ça, c'est fondamental. Les monarchistes se disent que cette fois, toutes les conditions sont réunies pour que le comte de Chambord prenne le pouvoir. Alors à Paris, on en est déjà commandé un uniforme que le roi revêtira pour son entrée triomphale dans la capitale. On choisit déjà les chevaux blancs des attelages. Les républicains se sentent eux-mêmes déjà perdants. Ils s'inquiètent vraiment beaucoup. Quand même, l'épineuse question du drapeau blanc n'est pas résolue. Depuis des mois et des mois, des délégations successives viennent voir le prince Henri en Belgique, en Hollande, en Autriche. On le supplie, on tombe à genoux devant lui, on sanglote. Lui reste implacable. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Est-ce que le roi Henri V va devenir roi de France ? C'est le moment de découvrir la réponse à cette question, Franck Ferrand. Il reçoit des délégations, dont une très importante envoyée avec à sa tête un bourgeois cette fois, le député Chenelon qui vient directement d'Oléron et est négociant, ce monsieur. C'est un catholique fervent, bien sûr, monarchiste convaincu, mais qui a bien l'intention de convaincre le prince. Or, Henri lui déclare qu'il respectera les grandes libertés, qu'il ne portera pas atteinte au régime parlementaire. On va quand même assez loin. Il y a des concessions incontestables qui sont faites par Henri. Mais il y a toujours cette question du drapeau. Alors, il ne se prononce pas devant Chenelon et les députés qui sont partis le voir. Il ne se prononce pas, il reste vague. Simplement, il est tellement vague que ça pose problème. Alors, en rentrant à Paris, ils sont tous, enfin à Versailles devrais-je dire, ils sont tous contents, ils se disent c'est bon, il va fléchir, on va y arriver. Les représentants de la majorité royaliste écoutent le député Chenelon faire des déclarations pleines d'optimisme, et puis il y a une délibération secrète pendant 3 heures dans une des salles de commission, et à la sortie, c'est le duc d'Audifray-Pasquier qui déclare aux journalistes « Messieurs, la monarchie est faite, nous garderons le drapeau tricolore ». A l'air assez clair. Alors les journalistes, vous imaginez, il faut se frayer une place jusqu'au télégraphe, parce qu'à l'époque, on télégraphie aux rédactions. Les chefs monarchistes s'emploient à rédiger une motion par laquelle l'Assemblée nationale va appeler au trône Henri V. La France va appeler le prince au trône. Vous voyez, on en est là. La motion est votée par 357 voix sur 650, ce qui est une majorité claire mais pas écrasante. On prépare déjà, ça y est, les voitures de gala. Je vous ai parlé des chevaux blancs, ils sont entraînés depuis le temps maintenant, bien entendu. On fabrique des lanternes vénitiennes sur lesquelles on a gravé « Vive Henri V » partout, vous imaginez, pour faire la fête qui doit être la plus grande fête du siècle. Et puis on calcule tout l'itinéraire, tout le parcours que prendra le cortège royal à travers Paris. On attend le retour du nouveau roi. Les semaines passent, pour l'instant Henri n'est toujours pas en France, et le 30 octobre 1873, les monarchistes achètent leur journal comme toujours, qui s'appelle donc l'Union, qui est de plus en plus lu, vous imaginez bien pourquoi, et à l'intérieur est publiée une lettre signée du comte de Chambord qui donne enfin de ses nouvelles. Et ça, c'est une véritable bombe. On peut dire que c'est une bombe pour l'ensemble de la classe politique française. Chambord ne reviendra sur le trône qu'avec le drapeau blanc. C'est Adolphe Thiers qui a parlé du manifeste du suicide, dit-il. La plupart des royalistes de l'Assemblée tournent la page. Là, désormais, il n'y a plus rien à faire, se disent-ils. Le 9 novembre 1873, et ça c'est un nouveau coup de théâtre, voilà que le comte de Chambord est de retour en France. À midi, il est à Versailles. Il emménage pour quelques jours dans une petite demeure au 5 de la rue Saint-Louis, connaissent bien les Versaillais. On est à 2 pas du château de Versailles. Et le 12, le comte de Chambord fait demander au maréchal de MacMahon une entrevue. MacMahon est président à l'époque, je vous le rappelle. MacMahon refuse et Chambord lancera « J'avais cru m'adresser à un connétable, je n'ai rencontré qu'un capitaine de gendarmerie. » Et cette fois, je crois que tout est perdu. Quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale vote
pleinement l'élection de McMahon pour 7 ans à la présidence de la République. Vous savez, il y a un des députés qui va dire « Le temps que Dieu ouvre les yeux de Monseigneur ou les lui ferme à jamais ». Le vote est accompli. Le général Ducrot, qui est proche du prince, le rencontre à Versailles et lui dit « Pourquoi n'avez-vous pas fait connaître votre présence ici ? Jamais nous n'aurions voté le septennat. J'aurais prévenu tous mes amis, nous aurions dit au prince de la Maison de France de venir auprès de vous. Ainsi entouré, vous vous seriez présenté à l'Assemblée qui vous aurait proclamé roi de France. Ah, monseigneur, quelle occasion vous avez manqué !» Bonjour Emmanuel de Varesquiel. Bonjour Franck. Nous allons avec vous revenir bien sûr sur ces événements, mais sur tous les autres, sur cette vie en quelque sorte manquée du prince Henri de France, comte de Chambord. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Silence in my heart, and my poor bones are tired. I was lost in the crowd, I was a fool before I knew you. There will be a time when you will leave for another one. Easy, how you can pay, how you can say goodbye. C'était Indy Zara, Silence sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Hosanna, Hosanna,
Cet après-midi, nous faisons connaissance avec celui qui aurait pu être roi de France, Henri, comte de Chambord. Franck Ferrand, vous recevez Emmanuel de Varesquiel, historien, écrivain et biographe, auteur de Les Lys et la République, paru chez Taillandier. Dès lors, nous dit Emmanuel de Varesquiel, dès lors le temps du roi restera jusqu'à sa mort celui des rêves et de l'exil. Il n'y aura pas de successeur. Le légitimisme de ces derniers partisans, et ils sont encore nombreux, va finir par ressembler étrangement à une politique de la chute. Le chambordisme est une sorte de royalisme du désespoir. Il y a quelque chose de, alors on dirait aujourd'hui de loser dans l'attitude du prince Henri, ou au contraire peut-être de très grand Emmanuel de Varesquiel. Vers quelle analyse pencheriez-vous comme ça a priori ? Le chambordisme était intimement lié au romantisme, à ces générations perdues du 19e siècle. Au fond, génération à laquelle Stendhal appartient un peu, même si lui était bonapartiste. Ces générations de la chute, des chutes successives, de la fin de l'Empire, ces générations qui passent brutalement d'une période extrêmement active, d'une période de guerre, de bataille, de gloire, à une période de paix où on revient au commerce, à la boutique, aux échanges commerciaux, qui est aussi une période de désillusion. Au fond, j'ai un peu tendance à comparer cette génération des années 1815-1835 à la génération des années 1960. Et au fond, c'est une génération, Musset le dit très bien dans les Confessions, plus rien n'existait, le passé avait disparu et l'avenir était encore incertain, et on cherche un sauveur. Et Chambord, pour une partie de ces jeunes gens des années 1830, sera l'un de ces sauveurs. Alors, on va revenir bien entendu sur la vie de ce comte de Chambord, qui est né, il faut dire, alors que son père venait d'être assassiné, qui est le dernier espoir de cette dynastie légitime en France, en fait de la dynastie de la branche aînée des Bourbons. Celui qui règne à l'époque, c'est son vieux grand-père, si je puis dire, Charles X, qui lui-même est détrôné alors que l'enfant n'a même pas 10 ans. La mère, je l'ai peut-être pas suffisamment souligné ça, la mère c'est la célèbre duchesse de Berry, dont Napoléon disait qu'elle était la seule femme de la famille, le seul homme, pardon, de la famille. Avec la duchesse d'Angoulême. Oui. Ouais. En fait, on peut dire que oui, c'est la duchesse d'Angoulême, le seul homme de la famille, pardon. Les deux le sont. Oui. Elle a porté la culotte, la duchesse de Berry, si j'ose dire, en étant la seule à aller au combat en 1832 pour les droits de son fils, le duc de Bordeaux, et à se battre en Vendée. Alors voilà cet enfant qui s'en va donc sur les routes de l'exil, qui est entouré de précepteurs. Et alors, comme toujours dans l'exil, on a envie de dire que on se radicalise d'une certaine manière. Et l'éducation qu'il reçoit n'est sûrement pas l'éducation qu'il aurait continué de recevoir à Paris si la monarchie avait été maintenue. Ça a été le grand regret de Chateaubriand qui vient le voir à Prague en 1833 et qui souhaitait ardemment devenir le gouverneur du duc de Bordeaux et qui ne le sera jamais. Alors pour ceux qui avec ses idées beaucoup trop libérales pour Charles X. Pour ceux qui nous rejoignent, qu'on parle du prince Henri, du comte de Chambord, du duc de Bordeaux, d'Henri V, même. Tout ça c'est le même bonhomme, hein, bien entendu. Et il va rester en exil pendant 41 ans. Le voilà qui revient donc au bout de 41 ans en France. Il est persuadé à ce moment-là qu'il a sa chance, en quelque sorte ? Il est absolument convaincu qu'il va régner, mais c'est un providentialiste. Il croit en la providence. Il y a plusieurs voies d'accès au pouvoir en fonction des régimes héréditaires et monarchiques. Il y a la voie parlementaire, c'est plutôt la voie orléaniste. Il y a la voie plébiscitaire, c'est plutôt la voie bonapartiste. Et puis, il y a la voie providentialiste. Chambord remet son destin dans les mains de Dieu. Il est profondément croyant et catholique et il croit en cette providence. Et cette fascination ou cette fidélité qu'il a pour le drapeau blanc va bien au-delà de la symbolique. Et c'est vrai qu'en France, on est quelquefois plus attiré par ce que Thiers appelle le réel de représentation que par le réel tout court. On est très obsédé par les symboles. Mais derrière le symbole du drapeau blanc, il y a, dans l'esprit du comte de Chambord, à la fois de la foi, de la fidélité et certainement de l'intransigeance. Pour lui, le drapeau tricolore est dans un certain sens le drapeau de l'athéisme de la Révolution française, et c'est aussi le drapeau des défaites de la République. C'est le drapeau tricolore de la défaite de Napoléon en 1814, c'est le drapeau tricolore de la défaite de Napoléon III en 1870. C'est au nom de ce drapeau tricolore que la France perd l'Alsace et la Lorraine. Même, oui. Et donc Chambord est convaincu
non seulement de la pureté du drapeau blanc, mais du fait que le drapeau blanc représente la patrie dans sa meilleure gloire. part, Voilà. dans sa gloire. C'est ça qui est quand même assez intéressant, c'est de voir que lorsqu'on reprend l'histoire aujourd'hui avec notre regard d'aujourd'hui, on se dit mais enfin ce drapeau tricolore, il est magnifique, il est très cher au cœur des Français, etc. Or, aux yeux du comte de Chambord, mais disons-le aux yeux d'un très grand nombre de ses contemporains, c'est un peu un drapeau porte-malheur, ce drapeau tricolore. Il faut le comprendre, ça, sinon on ne peut absolument pas comprendre pourquoi il se crispe à ce point sur le drapeau. Or, il va se crisper quand même, parce que il le dit à 2 délégations successives. Ensuite, il publie un premier manifeste, puis un deuxième manifeste. Il le redira à la délégation qui vient le voir en Autriche. Et enfin, il le dit dans le fameux article de l'Univers. Ça finit par faire beaucoup quand même. Oui. C'est une espèce d'acharnement du comte de Chambord contre ce drapeau tricolore, alors que par ailleurs il acceptait beaucoup des acquis de la Révolution et de la période passée. Tout le paradoxe vient de cette contradiction de fond. Le drapeau tricolore signifie au fond une origine de souveraineté qui est celle de droit divin. Et ça, le comte de Chambord y croyait absolument. Le drapeau blanc. Le drapeau blanc, pardon. Mais par contre, derrière ce drapeau blanc, il y a aussi c'est même pas une concession, parce que le régime de la Restauration a été un régime parlementaire. Oui. La volonté de gouverner avec une représentation nationale, avec des chambres. Chambord va même plus loin que son oncle Louis XVIII, qui avait octroyé une constitution aux Français en 1814, qu'on appelait la charte de 1814. Chambord, lui, accepte à l'avance que la Chambre vote elle-même une nouvelle constitution pour la France en son nom, en 1873, si ça avait été le cas. Et donc, et puis ne parlons pas aussi, je dirais, de la position de la doctrine sociale du comte de Chambord, qui est une doctrine très en avance sur les idées libérales de l'orléanisme, par exemple, où la condition ouvrière est particulièrement examinée avec des solutions qui sont proposées par cette branche royaliste du légitimisme. Les premiers à écrire sur le paupérisme ouvrier, ce sont des gens comme Villeneuve-Bargemont, par exemple, dans les années 30. Les premiers à proposer des solutions jusqu'au syndicalisme, d'ailleurs, ce sont les légitimistes et pas les orléanistes. Alors, donc il y a toutes ces contradictions-là qui rendent la chose infiniment plus compliquée qu'elle ne l'est en réalité. Plusieurs de nos auditeurs posent précisément cette question, Emmanuel de Varesquiel. L'échec de la Restauration d'Henri V, plus qu'une histoire de drapeau, ne serait-elle pas due au projet social du futur roi, demande Guillaume. Par ailleurs, c'est Pierre-Emmanuel qui nous dit en réalité, le comte de Chambord était trop soucieux de la condition ouvrière, ce qui ne pouvait pas plaire aux bourgeois et de l'Assemblée, n'est-ce pas? David pose la même question et Marie nous dit s'agit-il d'un simple caprice royal? Sans cette faute politique majeure, le peuple français aurait-il été vraiment prêt à vivre sous une nouvelle monarchie malgré les révolutions de 1830, 1848 et les événements de 1871? Donc la question que posent nos auditeurs, je crois que c'est la grande question, est-ce que ce drapeau blanc était vraiment le manifeste du roi ou est-ce que ce n'était qu'un prétexte? Vous allez y répondre dans un instant, Emmanuel de Varesquiel. Europe 1, au cœur de l'histoire. Jusqu'au 14 août, Europe 1 vous offre vos vacances. Chaque jour, c'est un voyage à gagner. Aujourd'hui, vous jouez pour un séjour d'une semaine en demi-pension pour 2 adultes et 2 enfants, tout près des Sables d'Olonne, au club Vacances Bleues 3 étoiles, les Jardins de l'Atlantique. Cet hôtel contemporain situé face à l'océan propose des installations haut de gamme de balnéothérapie, squash ou encore bowling. Plus d'informations sur ce séjour d'une valeur de plus de 3 000 € sur vacancesbleues.fr. Alors, pour tenter votre chance et peut-être gagner ce superbe séjour, envoyez le code SOLEIL par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût du SMS, ou alors appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Et je vous rappelle qu'il faut 3 messages pour jouer. Bonne chance. Europe 1.
l'histoire au cœur de l'été. Franck Ferrand. Pourquoi Henri le comte de Chambord était-il si têtu sur cette question de drapeau blanc, Franck Ferrand? On en parle avec votre invité Emmanuel de Varesquiel, historien, écrivain et biographe. Alors, pourquoi s'être comme ça crispé sur le drapeau blanc? C'est un prétexte ou c'est un véritable enjeu? Le drapeau blanc est un symbole qui recouvre et qui cache des principes qui sont des principes de souveraineté, qui sont compliqués dans le cas français, particulièrement français, où la question de la souveraineté est centrale dans le débat politique, tout simplement à cause de ce renversement de souveraineté du mois de juin 1789, où le tiers-État réuni dans la chambre, dans la salle du jeu de paume, se proclame Assemblée nationale et provoque un renversement brutal de la souveraineté monarchique à la souveraineté nationale, avec un absolutisme de la souveraineté des deux côtés. Et cet absolutisme de la souveraineté va gêner le débat politique, va gêner ce pragmatisme politique qui est peut-être plus anglo-saxon qu'il n'est français, et va faire que cette question, sous le couvert du drapeau blanc, va revenir sur le tapis, si j'ose dire, à partir de 1871, en occultant au fond la réalité du programme politique et du programme constitutionnel du chambordisme, c'est-à-dire encore une fois une représentation nationale, l'acceptation du suffrage universel et un programme social d'enseignement qui est très en avance par rapport à ce qu'il était en 1830 et sous la monarchie de Juillet. Mais alors, je peux poser, j'ai envie de dire, la question corollaire, pour ne pas dire presque contraire. Dans ces conditions, pourquoi les députés monarchistes n'acceptent-ils pas le drapeau blanc? Pourquoi se cramponnent-ils au drapeau tricolore? Parce que voilà des années et des années qu'il existe une méfiance entre les députés légitimistes et leurs représentants en exil, le comte de Chambord. Et que, au fond, Chambord a toujours opté pour une option providentialiste et n'a jamais véritablement fait confiance en ses propres partisans. Et cette espèce de distance, qui est d'abord la distance géographique de l'exil, mais qui est aussi une méfiance entre les uns et les autres, et aussi les divisions au sein même du parti royaliste, ont fait que, au fond, derrière cette question du drapeau blanc, les divisions étaient telles que peut-être la royauté n'aurait pas eu lieu, quelle qu'ait été l'option des couleurs du comte de Chambord. Alors admettons néanmoins que le prince soit devenu le roi en 1873. Il n'a pas de descendants. On sait, nous, parce que ça c'est l'avantage de l'histoire, c'est qu'on connaît la fin. On sait qu'il meurt en 1800. Rien n'est plus évident qu'un événement lorsqu'il était devenu. Et on sait qu'en 1883, Henri meurt. Qui lui aurait succédé sur le trône à ce moment-là? La branche cadette des Bourbons, incarnée par le comte de Paris, sur le principe de cette réconciliation qui a eu lieu en 1873 entre les deux branches. Mais alors, à cette époque, il y a évidemment une grande incertitude sur les programmes, si je puis dire, sur la politique qui va être menée. Est-ce que la restauration du comte de Chambord, qui donc serait devenu le roi Henri V, aurait été en retard ou en avance par rapport au régime de Louis-Philippe en 1830 ? Il y aurait certainement eu sur certains points des avancées, probablement du point de vue des rapports de l'État et de l'Église, évidemment une protection de l'Église catholique et une forte connotation catholique, et notamment du point de vue de l'ultramontanisme et du point de vue des rapports avec le pape et Rome. Mais sur certains points, l'enseignement libre, les associations, le droit de grève, qui par ailleurs avait déjà été en partie accepté à la fin du Second Empire, il y aurait probablement eu des avancées. Au fond, on peut imaginer si on n'avait pas été la France, qu'on aurait évolué progressivement vers une monarchie parlementaire à l'anglaise. Et si on n'avait pas été la France. Je me prends un peu à rêver à cette solution qui a finalement été optée par les Anglais, par la monarchie anglaise, qui est celle de la coexistence de deux drapeaux. Le drapeau britannique que l'on connaît et le drapeau de la famille de Windsor avec les 3 léopards d'or. Et au fond, on aurait pu imaginer une solution identique en France où le drapeau blanc frappé des 3 fleurs de lys d'or aurait été celui de la famille royale et le drapeau tricolore aurait été celui de la nation. On a presque envie de dire on n'a pas été raisonnable dans cette affaire. Et entre parenthèses, ça veut dire qu'on aurait une monarchie parlementaire très avancée, un peu comme en Angleterre probablement aujourd'hui. Alors vous savez, la préposition « si » est une préposition que les historiens aiment assez peu, mais... Est-ce qu'il aurait été roi de France ou roi des Français, nous demande un auditeur belge. C'est encore un gouffre
La préposition de, probablement au bout du compte, peut-être pas Chambord lui-même, mais ses successeurs, roi des Français. En tout cas, le comte de Chambord va vite quitter la France et finalement il mourra de nouveau en exil, hein, il faut le dire. Il meurt en Italie en 1883 et il meurt adulé par des partisans probablement moins nombreux après ce grand renoncement entre guillemets de 1873, mais des partisans qui l'ont toujours considéré de façon presque mystique. Je pense par exemple à la façon dont le futur maréchal Lyautey, qui était alors jeune officier, se rend auprès du comte de Chambord un an avant sa mort et qui fait le récit de cette rencontre et qui dit c'est comme si j'avais été à la table de communion. Il y a une espèce de relation quasiment mystique entre Chambord et ses fidèles. Félicite Fauveau, qui bien avant le voit en 1840, il est jeune alors, il n'a pas 20 ans, parle de l'ange roi. Donc on imagine cette espèce d'atmosphère incroyablement religieuse et presque mystique qui couvrait cette relation Mais qui devait être métapolitique et non pas politique entre Chambord et ses partisans. et qui devait être néanmoins sur la fin, une fois qu'il a renoncé à tout, singulièrement amer. Hein. Il devait y avoir un climat un peu triste à Frosdorf, là, quand même. De la part de Chambord, certainement, car je suis persuadé que jusqu'au bout, et pourquoi est-il revenu en France en novembre 1873, il était persuadé qu'il régnerait. Alors, vous êtes, comment dirais-je, l'introducteur de ce livre, Les Lys et la République, qui sont les actes du colloque sur le comte de Chambord, qui avait été organisé par le domaine national de Chambord, il y a 2 ans. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Donc ça s'appelle Les Lys et la République sous la direction d'Emmanuel de Varesquiel. Ce sont plusieurs études sur la personnalité, sur l'engagement et sur, on pourrait presque dire, sur la dimension symbolique du comte de Chambord. Oui. C'est très intéressant. Et puis vous êtes, vous, Emmanuel de Varesquiel, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, vous allez venir nous parler de ça, l'auteur d'un nouvel ouvrage sur la Restauration, donc cette période qui va de 1814 à 1830, et vous avez donné comme titre à cet ouvrage, alors ça c'est un titre passionnant, c'est la Révolution qui continue. C'est pas du tout l'image qu'on a dans l'enseignement habituellement de cette période. C'est la Révolution qui continue aux éditions Talandier. Et alors, voilà les premières lignes de l'avant-propos, hein. Vous vous décrivez vous-même, à tout cela ensemble, en ce qui me concerne, une vie un peu végétative, comme dirait André Breton, plantée en plein bocage dans une campagne de l'Ouest encore préservée des villes, où les rythmes saisonniers des travaux agricoles tenaient lieu de quiétude, écrivez-vous, l'absence de frères et sœurs, des parents plus âgés que ceux de mes amis, le plaisir instinctif des vies insulaires, mais sans océan, et certainement sans aucune attirance pour l'infini. Vous parlez de vous, là. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que vous parlez du comte de Chambord, un peu. Écoutez, j'en suis gêné. Non, mais il y a presque une forme là de convergence. Oui, il y a toujours chez les historiens des attirances. Il est certain que j'ai une certaine affection, une certaine sensibilité pour les exils et les vaincus de l'histoire. Merci beaucoup Emmanuel de Varesquiel. C'est la Révolution qui continue, la Restauration 1814-1830 aux éditions Talandier. Europe 1, au cœur de l'histoire. Dans un instant, Franck Ferrand vous répondrez à la question de Benoît sur l'origine du nom de la région.
Hit the Roads sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Benoît envoyée via la page Facebook d'Au cœur de l'histoire. Il voudrait connaître l'origine du nom de la région Île-de-France. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Île-de-France, c'était autrefois la France au sens propre. Cette région qui, je cite Marc Bloch, au sein du pays soumis au roi franc, paraissait la plus franque. Alors à mesure que les régions de Flandre, de Champagne, de Normandie vont s'affirmer, bien entendu, par défaut, si je puis dire, le territoire, le domaine des premiers Capétiens s'identifie lui-même. C'est lui qui va devenir plus tard l'île de France. Alors pourquoi le terme île? C'est ça la vraie question. Alors certains vous disent c'est parce que, j'y crois pas du tout, mais je vous le dis quand même, certains vous disent c'est une région qui est cernée par les eaux. Il y a la Seine qui traverse évidemment la région de Part-en-Part, il y a la Marne à l'est, l'Oise au nord, etc. Et si vous regardez d'un peu loin, cette cuvette parisienne ressemble un peu à une île au milieu de la France. Peut-être, enfin moi je trouve que c'est quand même une vision de l'esprit ça. Il y a une autre explication qui est peut-être un peu plus compréhensible, c'est que l'île de France viendrait de l'ancienne expression Lidl-Frank. Lidl-Frank en langue franque, précisément en langue franque, ça veut dire petite France. Et il est possible que ce domaine des rois francs ait été appelé Lidl-Frank, auquel cas ce serait l'origine de l'île de France. On n'en sait rien réellement. L'expression elle apparaît pour la première fois dans les chroniques de Froissart au XIVe siècle, et puis alors, il faut attendre 1976 pour que le nom de la région soit officiel. Désormais, c'est la région Île-de-France. Ça fait pas tellement longtemps, depuis 1976. À demain, chère Carole. Merci. Merci Franck. C'était Franck Ferrand. À demain 14h pour une nouvelle plongée au cœur de l'histoire.